Le retour de Flavio Briatore dans un rôle officiel d'une écurie de Formule 1, c'est fait et c'est chez Alpine, comme je vous en avais touché 2 mots sur la vidéo sur Esteban Ocon. Alors, il y a du bon et il y a du moins bon et on en reparlera dans une vidéo dédiée, mais je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner et j'aimerais bien votre avis évidemment dans les commentaires. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Espagne 2024 de Formule 1 et j'ai pas honte de le dire mais oui, à quelques tours de l'arrivée, je me suis assoupi. Bon, on va commencer avec les dépassements. Il y en a eu quand même pas mal, je trouve, et quelques belles batailles pour un Grand Prix d'Espagne. J'ai été agréablement surpris. Du coup, je voulais revenir quand même sur la petite bataille qui a un petit peu fait parler entre Sainz et Lewis Hamilton. Alors, tour 19, Hamilton revient sur Sainz à l'aspi et DRS ouvert. L'Espagnol se décale une première fois de manière vraiment légère avant de vraiment engager sa défense un peu milieu de piste pour couvrir entre guillemets l'intérieur. Que nenni, Lewis Hamilton voit de la place et plonge justement à l'intérieur. On freine et on arrive donc au point de corde. Sainz reste légèrement devant, c'est très chaud. J'ai l'impression qu'il y a contact, mais c'est peut-être plutôt en fait le mouvement de caisse de la voiture de Lewis Hamilton qui prend un mini coup de survirage, ce qui pousse encore un petit peu plus Sainz sur l'extérieur, tu vois, et ça le tasse un peu plus sur la fin de ce premier virage et le début du deuxième. Alors Hamilton ouvre quand même sa trajectoire pour laisser de la place à Sainz à l'intérieur dans le virage 2, mais l'Espagnol est à cheval sur le vibreur, donc il peut pas pleinement remettre les gaz comme il le voudrait, donc c'est relou. Sainz évidemment se plaint à la radio, réaction typique d'un pilote de Formule 1, il n'y a rien de grave là-dessus, on est habitué pour le coup. Peut-être que ça faisait quelques petits moments qu'on n'avait pas eu ça, mais bref. Là où je peux comprendre Sainz, c'est qu'il est tellement sur le vibreur qu'il a bien les 4 roues en dehors des lignes blanches, et donc on pourrait dire qu'Hamilton a forcé un autre pilote en dehors de la piste, et là-dessus je suis relativement d'accord. Sauf que, encore une fois, Lewis Hamilton laisse quand même de la place, très peu, mais il y en a à l'intérieur pour que Sainz ait justement ses roues sur la piste. Alors Hamilton fait clairement un effort de laisser de la place, malgré sa manœuvre qui va probablement plus loin que ce qu'il n'aurait voulu. La FIA juge qu'il n'y a pas de pénalité, c'est plutôt bien jugé, je dirais. Ce dépassement est un peu l'exemple même d'un dépassement agressif qui joue sur la limite, mais qui reste acceptable. Mais on est quand même très proche de la limite, je trouve, en tout cas de la dépasser. La prochaine fois, mon cher Carlos, faudra fermer la porte un petit peu mieux quoi, dans sa défense en amont du virage. L'équipe qu'on n'attendait pas du tout ce week-end, c'est la deuxième réaction et pour cause, il se trimballe une charrette qui a quand même fait quelques progrès depuis le début de la saison, c'est Alpine. Alors, on l'a entendu tout le week-end, Barcelone c'est un peu le maître étalon pour une Formule 1, si elle marche bien ici et que tu comprends pourquoi, elle marche bien potentiellement partout. Les deux voitures sont en Q3, je crois que c'était une première depuis Austin l'année dernière, si je dis pas de bêtises. En rythme, ça a bien tenu, surtout le premier relais. C'était assez fou de voir Gasly tenir Piastri pour le coup, surtout que le Français n'était pas non plus méga largué par Charles Leclerc juste devant lui. Alors forcément, ça a un peu souffert dans le deuxième relais, mais Piastri a eu beaucoup de mal, je trouve, pour passer une Alpine avec sa McLaren qui reste l'une des meilleures voitures de la grille. Derrière, les Alpines ont réussi à tenir pour prendre les P9 et P10 et se placer donc en 5e force du plateau sur ce week-end. C'est pas rien du tout. Alors non, c'est pas l'effet Flavio Briatore, du moins pas encore. Les deux pilotes s'attendaient à souffrir ce week-end, mais force est de constater qu'ils en sont sortis loin devant ce groupe du milieu de peloton dont ils font partie. Alors ça contraste beaucoup avec les Aston Martin qui se tenaient en bordure de ce top 4 en début de saison et qui étaient tout le temps entre guillemets dans le top 10 et qui aujourd'hui passent pas en Q3 et ne marquent même pas de points. Et pareil pour les V-Carb qui étaient toujours aux portes entre guillemets du top 10 devant les Williams et les Haas par exemple. Alors dans le cas des V-Carb, on a apporté beaucoup d'améliorations sur la voiture, on a testé, on n'a pas encore compris si ça fonctionnait correctement et s'il y avait réellement un gain. Alors le problème c'est que sur le week-end, les V-Carb étaient absolument nulle part. Est-ce que ça s'est perdu, je sais pas moi, dans les réglages de la voiture, dans la compréhension de la voiture, ou est-ce que c'est juste la voiture qui n'avait pas fonctionné sur cette piste avec ces conditions-là, température, tarmac, etc., tout ce que tu veux. On verra bien par la suite.
Bref, dans tous les cas, Alpine pouvait pas faire beaucoup mieux ce week-end. 3 points de plus dans la besace, ça repasse devant As au constructeur, donc c'est pas rien, mais VCarb et Aston Martin sont encore vraiment très loin. Et puis il va peut-être falloir résoudre ce problème de châssis dans l'équipe, parce qu'il y en a un apparemment qui est plus léger que l'autre, mais qui a les problèmes inverses de l'autre châssis. J'ai l'impression que le châssis plus lourd et plus performant, ce qui est complètement fou. Il y a 3 kilos de différence, le châssis plus lourd a l'air d'être plus performant, ou en tout cas a moins de problèmes. Ah, et puis je termine évidemment, c'était chaud pour Esteban Ocon qui a eu des dégâts sur l'avant de la voiture ou du moins le fond plat. Il y avait quelque chose qui lui donnait une voiture assez horrible à piloter. Fallait voir les on-board, ça donne pas du tout envie vraiment. T'as l'impression que la caisse elle est complètement déséquilibrée, comme s'ils avaient posé la bagnole, ils avaient fait tous les réglages à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'était vraiment bizarre. Bref, on verra par la suite. Troisième réaction, faut qu'on parle de celui qui est pour moi un des pilotes du jour, si ce n'est le pilote du jour, même si ça n'a pas tenu en termes de résultats. George Russell, alors sans lui, on se serait fait bien plus chier à mon avis. On va parler de son départ et de la bataille qu'il a eue avec Norris en milieu de course, que j'ai trouvé absolument sublime, et ça faisait vraiment plaisir à voir. Alors le départ de Russell a des airs d'Alonso 2011, à se propulser d'aspi en aspi pour finalement arriver pile sur le frein et faire le hold-up. Alors ça a peut-être un petit peu moins de gueule aujourd'hui parce que les voitures sont plus grosses, plus lourdes, donc bon c'est moins agile et on voit moins de décalage sec, mais dans l'esprit c'était parfait. Alors il est aidé quand même par un Lewis Hamilton qui prend pas un bon départ, Norris qui tasse Verstappen dans l'herbe et Russell a même un petit peu de patinage lui en fin d'impulsion. Derrière, comme Norris et Verstappen sont occupés à se chamailler sur qui va pouvoir prendre l'intérieur, ça ouvre complètement la trajectoire à l'extérieur. Et donc, on peut freiner méga tard là-dessus parce qu'on est sur la bonne trage avec de la gomme, etc. Donc c'est nickel. Alors Russell se pose pas 1000 questions et il enroule tout le monde par l'extérieur et fait une pierre deux coups. D'ailleurs, l'Anglais a affirmé qu'il avait un petit peu de vent, je crois, de face, ce qui lui avait permis de freiner vraiment tard et de pouvoir effectuer cette manœuvre. Donc, ça régale tout simplement. Bon, je termine du coup avec Russell et sa bataille avec Norris au tour 35. Ça se joue sur un demi-tour entier et c'est vraiment magnifique. Russell se décale tard pour protéger l'intérieur sur le T1, du coup il freine dans une partie un peu sale, loupe un peu la corde et se retrouve complètement hors séquence en fait dans les trajectoires du virage 1 et 2. Et donc Norris croise et puis décroise pour faire l'extérieur dans tout le virage 3. C'est absolument sublime, puis il plonge pour protéger l'intérieur au virage 4. Normal. Sauf qu'il en fallait pas plus, Norris a pas dû en croire ses yeux quand il a vu Russell se pointer à l'extérieur du virage 4 et l'enrouler pour finalement le tasser à l'entrée du virage 5. Russell tire encore une fois tout droit, Norris décroise et ensuite Russell peut plus rien faire quand on arrive dans le virage 7 et 8, là terminé, c'est bon, Norris passe devant. Alors grosse régalade encore une fois, Russell il a dû flinguer ses pneus, les tempêtes des pneus des deux pilotes ont dû monter en flèche, ils ont sûrement sali leurs pneus avec tous les marbles qu'on a hors trajectoire, ça n'en reste pas moins clean et chirurgical pour le coup, l'une des plus belles batailles de la saison pour le moment je trouve. Franchement j'adore, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement je crois que c'est la plus belle bataille qu'on ait eue jusqu'à présent. Bon, faut qu'on en parle, mais on s'était dit au Canada que bon, louper un week-end, ça arrive, sauf que louper Barcelone quand tu t'appelles Ferrari et que tu jouais pas mal devant jusque-là, là ça commence à faire chier parce qu'on te mettait deuxième force du plateau si c'est pas première à un moment donné. C'était donc là la quatrième force du plateau quand quelques semaines avant on les mettait en bataille avec Red Bull. Le gros problème, c'est qu'il leur manque 3 dixièmes sur Norris et Verstappen et dans ces 3 dixièmes, il y a une autre voiture qui s'est pointée entre-temps qui s'appelle la Mercedes. Bon alors il y a plusieurs choses. Comme pour VCarb, Ferrari a apporté pas mal d'évolutions sur sa voiture et pas des petites pièces. On parle d'une aile arrière entière, d'un nouveau plancher, dont un diffuseur et les gorges des tunnels Venturi, pardon. Ça fait beaucoup de grosses pièces à avoir sur la voiture. Donc déjà, il faut faire de la corrélation et savoir si ça fonctionne bien comme ce que l'on attendait. Et ensuite, on a eu des températures un peu plus basses le samedi et le dimanche, notamment en qualif et en course. Et on le sait, la Ferrari, elle est assez gentille sur ses pneus, parfois peut-être un petit peu trop. Et donc la mise en route des pneus et leur exploitation n'est pas toujours au maximum de ce qu'ils voudraient que ce soit. Alors on a retrouvé un Charles Leclerc qui était absolument pas content de la performance en qualif. Et le problème, c'est qu'il avait absolument tout donné, donc il n'avait juste pas assez de performance dans la voiture. Sainz, c'était pareil. Le seul avantage qu'ils avaient, et encore, c'est qu'ils étaient deux pour jouer sur la stratégie en course.
tout comme Mercedes devant eux, et d'ailleurs par rapport à Norris et Verstappen qui n'avaient pas leur coéquipier, puisque Sergio Merguez et Piastri gravier. Sauf qu'après le départ, on voit vite Ferrari garder un rythme, mais n'arrive pas du tout à faire quoi que ce soit sur Hamilton juste devant, sans compter cerise sur le gâteau, Sainz qui double Leclerc, pas du tout du goût du monégasque à qui on a dit de gérer les pneus. Alors Sainz le chope par l'extérieur, laisse pas beaucoup de place à l'intérieur, malgré le fait qu'il soit devant au point de corde, se touche avec Leclerc qui peut pas faire grand chose et du coup prend l'échappatoire et conserve sa place. Alors, c'est pas spécialement pénalisable, mais je vais appeler ça culotté quand même. D'ailleurs, fut une époque sur TF1 il y a 15 ans quand on parlait de contacts de ce genre ou de manœuvres un peu compliquées, etc. où aujourd'hui on a un débat infini sur des secondes de pénalité. On parlait tout simplement de culot ou de « vous allez voir, il va lui faire le coup ». C'était tellement plus simple. Juste de pas mettre des secondes de pénalité, mais de dire culotté, pas culotté, à quel point il y a du culot. Je trouve ça c'est une bonne échelle. Bref, résultat, Charles a un léger dégât sur l'avant et manque sur la ligne de passé de George Russell. On les a vus en discussion après l'arrivée avec Sainz et Leclerc. Au moment de la pesée, on n'a pas vraiment joué en équipe chez Ferrari. C'est un peu dommage, là où ça aurait pu mieux se terminer peut-être. Et ça se ressent aussi dans la déclaration des deux pilotes sur la vision de cette course. Là, il y avait peut-être un truc à faire avec Ferrari sur la stratégie et là, non. Chacun a voulu jouer un peu l'individuel. C'est comme ça, ça arrive. Cinquième et dernière réaction, c'est le titre de la vidéo, la question qu'on se pose tous et à laquelle on n'aura jamais de réponse. Est-ce que Lando Norris aurait dû gagner ce Grand Prix d'Espagne? Sur le papier, oui, dans la réalité, ça n'a pas été le cas et c'est aussi toute la beauté de la vie quelque part, c'est que ça se passe jamais comme ce à quoi on s'attend. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était Lando Norris le plus rapide ce dimanche, il avait la voiture, il avait les pneus, je dirais même ce week-end d'ailleurs, il avait la bonne stratégie, mais comme c'est Barcelone, tout peut se jouer dès les premiers tours vu que c'est difficile de dépasser. Beaucoup de track position. Alors il l'avoue lui-même, s'il avait pris un meilleur départ, peut-être que l'issue du Grand Prix aurait été différente. D'ailleurs, un petit facteur qui a peut-être pu jouer, je sais pas, c'est le fait que Norris se replace une fois qu'il s'était arrêté sur la grille. Il a dû repasser la première, utiliser l'embrayage, tout ça pour se placer correctement et tout ça, ça fait que ça chauffe et ça peut potentiellement empêcher d'être sur la bonne map pour faire le départ parfait, sur la bonne map de l'embrayage, de l'hybride, etc. Donc voilà. Alors effectivement, avoir George Russell devant pendant que Verstappen avait récupéré la P1 pendant le premier relais, ça n'a pas beaucoup aidé, même si on était dans une phase d'observation. La course et la stratégie auraient été probablement un peu différentes si Norris avait directement été derrière Verstappen. Le rythme aurait été peut-être plus élevé ou moins élevé, je sais pas. Il y aurait eu une gestion un peu différente. Ensuite, encore une fois, bravo Lando pour avoir remis l'équipe sur la bonne cible, à savoir se calquer sur Verstappen plutôt que de se calquer sur Russell ou un autre. S'il s'était calqué sur Russell, ça aurait été la cata sur la stratégie car t'es sur la défensive, sur une voiture plus lente que toi. Pour schématiser et grossir un peu le truc, vraiment j'exagère, mais c'est comme si Verstappen en tête de la course décidait de couvrir l'arrêt au stand de Fernando Alonso P12. Ça n'a pas de sens. Bon, c'est juste que là, je grossis le truc, quoi. Bref, il ne manquait pas grand-chose à Norris, mais par contre, Verstappen a été impérial dans la gestion de sa course et de la stratégie. Il a été vraiment sous pression, je trouve, car les attaques pouvaient venir aussi des autres et pas seulement de Norris. Et ils ont su garder la tête froide sur le muret Red Bull pour tout dérouler nickel. Alors oui, au final, c'est Verstappen qui gagne, mais depuis 4-5 courses, l'histoire en elle-même n'est plus la domination de Red Bull. Aujourd'hui, McLaren a le meilleur package et de pas grand-chose. Et Ferrari et Mercedes sont pas très loin derrière. Et ça va continuer de faire le yo-yo à s'échanger les positions comme ça en termes de perfo pur sur le reste de la saison, mais Red Bull n'est plus aussi confortable qu'avant et doit bosser vraiment pour gagner. Et c'est encore plus dur quand tu as un Sergio Merguez qui se bat avec des Haas et des Alpines en début de course et qui peut pas t'aider sur la stratégie. Norris du coup passe P2 au championnat pour 2 points face à Charles Leclerc, mais McLaren est encore pas mal en retard sur Ferrari P2 qui eux ont du mal sur ces 2 derniers Grands Prix, ce qui fait que Red Bull arrive quand même à scorer ce qu'il faut pour conserver un matelas bien confortable au championnat constructeur. À voir donc cette semaine pour le Grand Prix d'Autriche avec plus de points sur la table puisque c'est un week-end au format sprint, mesdames et messieurs. Bon allez, je vous lâche avec un bonus évidemment, la victoire de Victor Martins en course sprint en F2, ça fait du bien, mais alors malheureusement, c'est chiant mais c'est la malchance, il va abandonner des suites d'un accrochage avec Denis Sauger au départ de la course principale, le dimanche là. Relou.
Alors pour parler des autres Français, Isaac Hadjar loupe sa qualif à cause d'une mauvaise mise en route des pneus et donc du coup il est hors du top 10, ce qui fait qu'il a eu un week-end un peu plus difficile mais il a réussi à scorer 2-3 points. Et Sami Meghetounif en FIA F3 s'est malheureusement accroché avec son coéquipier en course sprint pour la P1, donc c'est pas ouf. On attendait aussi Dorian Pain plus haut sur la grille en F1 Academy, donc bon, globalement le bilan il reste mitigé pour tout le monde au final. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve lundi prochain pour le Fast 5 du Grand Prix d'Autriche. Une très belle vidéo vous attend cette semaine. On va parler un peu technique et 24 heures du Mans. J'espère que ça vous plaira. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.